podcast du Bulletin Joli Travail, premier numéro. Il me semble que la loyauté joue un rôle de plus en plus important en matière de négociation d'entreprise. Et ce qui est source de turbulences conventionnelles. Et malheureusement, le Code du travail, il ignore ces risques de turbulences conventionnelles. Alors là, il y a quand même un flou, puisqu'on ne sait pas exactement ce que sont ces garanties qui présentent un degré élevé de solidarité. Et néanmoins, ça montre quand même que je n'en démords pas que c'est un travail de gribouille qui a été fait par le législateur. Dans une ambiance étrange et bien calme de confinement, à un moment où, par la force des choses, les universitaires, les avocats et plus généralement les professionnels du droit ont dû s'approprier les technologies pour maintenir leur activité, et bien de ce confinement forcé a surgi une question. Et pourquoi le Bulletin Joli Travail n'en profiterait pas pour lancer un projet qui nous taquine depuis quelque temps, lancer le podcast du Bulletin Joli Travail? Évidemment, cela supposait de résoudre 3 difficultés, les moyens, le sujet et les acteurs. D'abord pour les moyens, ici comme ailleurs, ce seront les moyens du bord. Nos entretiens auxquels vous allez assister se font évidemment à distance, de sorte que nous demanderons aux auditeurs d'être bienveillants à l'égard de la qualité technique plus ou moins bonne de nos échanges. Ensuite pour le sujet, c'est très simple. Partir du thème du dossier avec l'ambition d'exposer, d'échanger et de débattre sur certaines difficultés que nous avons identifiées à partir de chacun des sujets qui composent le dossier du BJT du mois. Enfin pour les acteurs, ce sont tout simplement ceux qui ont contribué au dossier du mois et qui, avec humilité et pas mal d'appréhension, ont accepté de débattre. On espère sincèrement que cette humilité trouvera en réponse beaucoup d'indulgence de la part de vous, les auditeurs. Alors voici le résultat que nous soumettons à vos oreilles critiques et on l'espère, à vos esprits intéressés. Alors, une rapide présentation, d'abord en commençant par honneur aux dames, par Florence Bergeron-Canu de l'Université de Montpellier, qui est la spécialiste de l'articulation, puisque notamment elle est l'auteur d'une thèse consacrée à l'ordre public en droit du travail. Bonjour Florence. Bonjour. Gwenaël François de l'université de Clermont-Ferrand et qui, alors lui c'est un petit peu perdu au tout début parce qu'il est l'auteur d'une thèse qui portait à la fois sur le droit des contrats et le droit européen, mais qui heureusement pour nous a délaissé les terres du droit européen et du droit des contrats pour rejoindre les terres du droit du travail et qui a développé beaucoup de ses recherches en droit du travail. Évidemment les lecteurs du BJT lisent Gwenaël avec grand intérêt et merci d'être présent également Gwenaël. Merci. Christophe Mariano, alors c'est le jeune de la bande Christophe parce que lui il a une thèse qui est toute fraîche, toute récente. C'est le jeune de la bande, mais c'est pas le moins compétent sur le sujet, puisque on lui a confié un sujet qu'il connaît particulièrement bien, puisqu'il l'a traité sur, je crois, 750 ou 800 pages de thèse, ce qui était un effort à faire aussi, et ce qui est un effort à faire de son côté, parce qu'évidemment, quand on est hyper pointu sur un sujet qui est hyper technique, en plus, il faut réussir à être clair sur quelques pages, et là aujourd'hui il va falloir l'être sur 2 ou 3 minutes, mais on a entendu Christophe lors de la formation et je pense qu'on n'a aucun doute sur sa capacité à tout résumer et à être extrêmement clair. Bien sûr, nous avons le Grégoire Loiseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, co-directeur du Bulletin Joli Travail. Grégoire Loiseau, qu'on ne présente pas, qui lui aussi trahit le droit du travail parfois au profit du droit des contrats et au profit du droit des personnes, mais qui, pour notre grand bonheur, consacre une grande partie de ses recherches au droit du travail, et on va dire même une énorme partie de son temps au droit du travail, et merci également de participer. Et enfin, moi-même, Arnaud Martinon, de l'université Panthéon-Assas Paris 2, également co-directeur avec Grégoire de la revue, et je participe à la fois en qualité d'animateur, et puis également de contributeur, puisque avec mon collègue Jean-François Césarot de l'Université de Paris 2, nous avons rédigé un article portant sur la garantie de rémunération.
Voilà pour la présentation des auteurs du dossier. Alors maintenant, un mot à propos du dossier lui-même avant de donner la parole aux chroniqueurs. Alors pourquoi ce dossier? D'abord parce qu'il est un peu le doublon, le compagnon écrit de la formation que nous avons assurée le vendredi 13 mars, dans une ambiance un peu étrange de pré-confinement. Et il s'agit ici de la restitution écrite de notre propos. Surtout parce que ce dossier, surtout également ce dossier parce qu'il nous semble que la négociation collective, c'est un thème qui est transversal, qui est un thème fondamental du droit du travail contemporain. La négociation collective, au travers de ses règles de conclusion, d'articulation ou celles qui intéressent sa disparition, ce n'est pas évidemment un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui a profondément été bouleversé par les lois récentes. Un peu comme si la loi de 2008 qui avait réformé la représentativité syndicale était restée un peu au milieu du gué, il restait encore quelques corrections à faire et il aura fallu, une fois n'est pas coutume d'ailleurs, parce que le législateur a une petite tendance à se précipiter et là le législateur a pris un peu son temps pour réformer, corriger un certain nombre de règles, à savoir la loi Rebsamen en 2015, la loi Travail en 2016 et puis évidemment les ordonnances dites Macron pour achever cette recomposition, cette reconstruction du droit de la négociation collective. Alors, au titre de cette restructuration, il y a bien sûr et d'abord les règles de négociation dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Domaine bien connu, peut-être ce qu'on connaît moins, un peu moins, me semble-t-il, Gwenaël, François, c'est le rôle de la loyauté et surtout les liens qu'entretiennent la loyauté dans la négociation avec les informations qui doivent être transmises aux négociateurs. Et je vous donne la parole, Gwenaël, pour évoquer ces questions en quelques minutes. Merci. Alors, en effet, il me semble que, et ça n'aura pas échappé aux lecteurs du BJT, il me semble que la loyauté joue un rôle de plus en plus important en matière de négociation d'entreprise avec les délégués syndicaux, mais il me semble également que l'intensité de cette loyauté est différente selon que un accord de méthode a été négocié ou non pour encadrer cette négociation entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Et du coup, je souhaitais peut-être revenir sur deux points très rapidement. Le premier point, c'est celui de la loyauté en l'absence d'accord de méthode. En l'absence d'accord de méthode, moi, il me semble que cette loyauté, elle est plus limitée puisque la jurisprudence, finalement, se contente de sanctionner les comportements les plus gravement déloyaux, par exemple l'hypothèse où l'on écarte une organisation syndicale de la négociation. Et sur le terrain de l'information, il me semble que la loyauté joue également un rôle plutôt limité, c'est-à-dire que naturellement on va sanctionner l'employeur qui n'a communiqué aucune information, mais finalement au nom de la loyauté, les informations que l'employeur doit communiquer ne sont pas forcément les plus pertinentes ou ne sont pas forcément des informations abondantes. Je vais prendre juste un exemple qui est celui du préalable de négociation pour la détermination du nombre et du périmètre d'établissements distincts. On le sait, depuis le mois d'avril 2019, la Cour de cassation impose aux employeurs d'engager une négociation loyale avec les organisations syndicales avant de pouvoir unilatéralement déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Mais au fond, dès lors que l'employeur aura communiqué quelques informations, c'est-à-dire l'organigramme de l'entreprise, les délégations de pouvoir existantes, il pourrait, me semble-t-il, refuser finalement l'ensemble des propositions qui lui sont faites par les organisations syndicales, sous réserve naturellement d'y répondre.
C'est la raison pour laquelle je pense que pour insuffler, et c'est mon deuxième point, pour insuffler davantage de loyauté dans le cadre de cette négociation des accords, on a tout intérêt à négocier un accord de méthode qui justement permettra d'imposer des comportements particulièrement vertueux pour les négociateurs et en particulier pour l'employeur. Ça peut être par exemple le fait d'introduire une clause qui interdise par exemple aux négociateurs de s'en tenir à une seule proposition. Mais si j'en reviens justement à la question de l'information, ça peut être le moyen d'imposer à l'employeur de communiquer un certain nombre d'informations particulièrement pertinentes au regard du thème négocié, des informations qui soient parfaitement accessibles et compréhensibles par les négociateurs. Et ça peut être notamment, et j'en terminerai par là, ça peut être notamment le fait d'améliorer le temps de préparation des négociations pour la délégation syndicale, c'est-à-dire améliorer ce qui est prévu à l'article L2 143-16 du Code du travail, parce qu'on sait que sur ce point, le créditeur global est souvent insuffisant. Merci Gwenaël. Alors évidemment, moi j'ai une question qui ne va pas vous surprendre, d'autant plus que, et ça me permet d'annoncer le dossier suivant, vous coordonnez un dossier sur le coronavirus. Est-ce que d'après vous, la loyauté sera appréciée de la même manière, notamment au stade de la négociation collective, dans une période aussi compliquée que la nôtre et là où il faut aller très très vite? Il y aura sans doute des aménagements puisque le fait évidemment de ne pas pouvoir négocier en présentiel avec les organisations syndicales supposera nécessairement quelques aménagements sur le fonctionnement même de cette négociation, mais je dirais quand même l'essentiel doit être préservé. On ne pourra pas encore exclure une organisation syndicale ou mener, me semble-t-il, des négociations séparées. L'essentiel de la loyauté doit quand même être préservé, même dans cette période d'urgence. Alors ça, je le pense aussi, si ce n'est que je me dis, parce que derrière la loyauté, c'est ce que vous avez développé, c'est-à-dire derrière la loyauté, il y a aussi toute une série d'informations qui doivent être délivrées aux représentants du personnel dans le cadre de cette loyauté. Maintenant, je me dis que les informations qui doivent être délivrées, dans une période paisible, on peut avoir un certain degré d'exigence. Est-ce que le degré d'exigence sera exactement le même dans une période aussi compliquée, une période d'urgence qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, en fait? Ouais, on peut en douter. Alors après, les négociations les négociations que l'on risque d'avoir dans cette période un peu particulière touchent quand même à des thèmes bien précis. Ouais, c'est vrai. Ce sont les thèmes notamment des congés payés, puisque beaucoup d'entreprises ou même des branches tout de suite négocient sur cette question. Je suis pas tout à fait certain que le nombre d'informations à communiquer lorsqu'on modifie les dates de congés payés soit des informations relativement nombreuses. Ok, merci beaucoup, merci Gwenaël. Alors, évidemment, on reste sur le domaine de la négociation et de la conclusion des conventions collectives de travail pour aborder l'autre type d'entreprise, c'est-à-dire celles qui sont dépourvues de délégués syndicaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on a fait appel aux grands spécialistes alors la négociation. Il y a un grand débat sur ce point parce que pour beaucoup on parle de négociation dérogatoire et Christophe Mariano lui a dit que c'était faux, la négociation dérogatoire, c'est la négociation substitutive, et Christophe ne va pas échapper à cette question qui est fondamentale. Pourquoi la négociation substitutive et pas la négociation dérogatoire? Et puis
en vous laissant la parole, Christophe, après pour aborder la question de la négociation dans une tranche particulière qui sont les entreprises de moins de 50 et là où il y a une vraie concurrence entre les modes de négociation. Mais j'aimerais bien quand même vous entendre sur la négociation substitutive au lieu du dérogatoire. Oui, merci Arnaud. Je veux pas frustrer les tenants de la théorie de la négociation dérogatoire. Simplement, le terme de dérogatoire, il est déjà utilisé par ailleurs pour les accords dérogatoires. Et donc, il était question de chasser un peu l'ambiguïté de la négociation dérogatoire en substituant le terme de substitutif, justement. Parce que substitutif, ça veut plus forcément dire dérogatoire. Ça veut simplement dire qu'on vient remplacer quelqu'un qui n'est pas là de toute façon et qui ne peut pas négocier. Comment pourrait-on déroger à quelque chose alors que le délégué syndical n'est pas là et ne peut pas négocier. Donc c'était surtout sur ce point-là que je proposais de clarifier la notion et de l'appeler substitutif plutôt que dérogatoire. Pour ce qui est, à moins que vous ayez une remarque sur... Non, pas du tout, évidemment. On ne fait pas une soutenance de thèse, hein, pardon. Mais sur ce qui concerne plus particulièrement la tranche d'effectifs de 11 à 50 salariés, ce dispositif-là, je pense qu'il a été traité un peu rapidement par le législateur au cours de la dernière réforme. Il a été traité un peu rapidement, ce qui provoque, je pense, beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, sur le papier, on retrouve là un décor qui est relativement familier, avec 3 négociateurs auxquels on s'était accoutumé. Il y a l'élu mandaté, il y a l'élu non mandaté, il y a le salarié mandaté. Sauf qu'on s'était aussi habitué avec ces 3 négociateurs à ce que leur intervention, elle soit coordonnée par une règle de priorité. Or, cette règle de priorité, elle a été effacée dans les entreprises de moins de 50 salariés et elle a été effacée au profit d'une situation inédite de concurrence entre les négociateurs. C'est-à-dire que désormais, il y a une vraie rivalité entre élus mandatés, élus non mandatés et salariés mandatés. Et cette rivalité, qui en profite, c'est l'employeur. C'est l'employeur au stade de l'entrée en négociation, puisque désormais, il va pouvoir choisir le format de négociateur qui lui convient le mieux. Et on comprend cette position-là du législateur, puisqu'il a voulu faciliter la négociation collective dans les TPE. Et pour faciliter, il fallait ôter la contrainte procédurale qui pesait sur l'employeur et il fallait lui permettre de choisir qui, parmi ces 3-là, sera son co-contractant. Simplement, je ne suis pas sûr que le législateur ait mesuré toutes les implications et toutes les répercussions de cette règle de concurrence au stade non plus de l'entrée en négociation, mais au stade de l'évolution de l'accord collectif. Car lorsqu'un accord est conclu, il faut bien avoir conscience que la concurrence agit toujours. Ce qui fait que les acteurs concurrents de négociation peuvent, sans délai, c'est-à-dire immédiatement, ils peuvent immédiatement réviser et dénoncer la production conventionnelle de l'autre acteur. Ce qui pose évidemment de gros soucis et ce qui est source de turbulences conventionnelles. Et malheureusement, le Code du travail, il ignore ces risques de turbulences conventionnelles. Il n'a pas créé, par exemple, de règles de parallélisme des formes pour tempérer un peu le risque d'instabilité conventionnelle. De la même manière, il n'a pas prévu de période minimale qui suivrait la conclusion de l'accord et pendant laquelle les signataires seraient les seuls à même de pouvoir, par exemple, réviser ou engager la procédure de révision de l'accord. Donc on le voit, on a un dispositif qui génère un risque élevé d'instabilité conventionnelle. On a de l'autre côté un code du travail qui se détourne de ces risques, qui les ignore, si bien que les seules armes qui nous restent en tant qu'interprètes, ce sont plutôt des remèdes de fortune. Les remèdes de fortune, quels sont-ils pour assurer la stabilité conventionnelle? Je vais faire un clin d'œil à Gwenaël, mais c'est l'obligation de loyauté. L'obligation de loyauté, pourquoi? Parce que l'employeur qui conclut un accord dans une entreprise de moins de 50 salariés, il est parti à l'accord. Étant parti à l'accord, on lui commande de ne rien faire qui soit de nature à entraver l'exécution de l'accord. Or, est-ce qu'il n'entrave pas l'exécution de l'accord lorsque, à un stade précoce d'application de cet accord, il le révise avec un acteur concurrent? Alors, on peut discuter sur ce point, mais moi, je pense que l'employeur perturbe l'application de la norme si, de manière très précipitée, il veut réviser avec un acteur concurrent. Le problème de l'obligation de loyauté, c'est que elle peut certes freiner l'employeur qui souhaite réviser l'accord à un stade précoce de son application, mais elle ne freinera jamais l'acteur concurrent qui, lui, n'est pas parti à l'accord
et qui souhaite dénoncer très rapidement la production conventionnelle de son concurrent. Et là, l'obligation de loyauté, elle ne peut pas agir puisque cet acteur-là, il est tiers à l'accord. Alors, ne faudrait-il pas songer à prendre au pied de la lettre sa position de tiers et se référer à la notion d'opposabilité. L'opposabilité, on le sait en droit civil, elle commande quand même au tiers de respecter la situation juridique qui est née de l'accord. Or, le tiers doit respecter la situation juridique en n'adoptant pas de comportement qui serait de nature à faire obstacle à l'application de l'accord. Donc, ne peut-on pas considérer que l'acteur concurrent de négociation qui viendrait actionner une dénonciation à un stade très précoce d'application de l'accord, ne peut-on pas considérer qu'il s'agit là d'un comportement qui fait obstacle à l'exécution de l'accord? Là encore, on peut le discuter, mais ces deux remèdes de fortune que l'on trouve dans le silence des textes, ils ne font que mettre en lumière le fait que le dispositif qui est en place aujourd'hui, en dessous de 50 salariés, probablement, il n'a pas été maîtrisé par le législateur au moment de sa conception. Ouais, mais moi, c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire que je pense que le législateur n'a pas pris conscience de cette difficulté. Et c'est assez étonnant qu'on n'ait pas prévu un peu à l'image de ce qui se fait avec, dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Alors, pour les entreprises pourvues de délégués syndicaux, on a trouvé un équilibre à partir du cycle électoral. C'est vrai que dans les entreprises de moins de 50, on n'a pas forcément de cycle électoral puisque, par définition, on n'a peut-être même pas de CSE, donc évidemment si je suis sur les moins de 11. En revanche, bon, entre 11 et 50, on devrait avoir un cycle électoral et on peut se demander pourquoi le législateur n'a pas bloqué ici, ou du moins n'a pas prévu une forme de stabilité du statut, conventionnel pendant cette durée, et même sans cycle électoral, et à défaut de cycle électoral, on aurait pu envisager également une durée, déterminée. Ce qui peut-être aussi poserait d'autres difficultés parce que interdire la dénonciation pour une durée déterminée, c'est transformer un petit peu la nature de l'accord et en faire soit un accord à durée déterminée, soit une sorte d'accord à durée indéterminée avec une garantie de durée. Je sais pas quel est votre sentiment par rapport à ça? La proposition novatrice, ce serait peut-être de proposer des accords de cycle dans ces entreprises-là, c'est-à-dire des accords qui, à la fin du cycle électoral, tomberaient d'eux-mêmes, ce qui permettrait aux nouveaux acteurs du nouveau cycle, quand il y a un CSE, bien de reprendre la main. Mais bon, là encore, c'est un peu du bricolage, mais c'est choquant que dès le lendemain, un élu non mandaté puisse défaire ce qu'a fait hier un salarié mandaté. Je suis bien d'accord. Alors, on va harmonieusement, tout doucement, passer de la conclusion à l'application des conventions collectives de travail. Et sur l'application, en fait, on va évidemment faire ressortir ce qui est un point essentiel, fondamental, pas que du droit du travail d'ailleurs, mais du droit du travail notamment, qui est la question de l'ordre public, qui d'ailleurs va nous permettre d'entendre nos deux grands spécialistes internationaux et intergalactiques de l'ordre public, à savoir Florence Bergeron-Canu, qui est, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, est l'auteur d'une thèse remarquée, intemporelle sur l'ordre public, et puis également Grégoire Loiseau, avec sa double casquette de contractualiste et de travailliste, et qui lui donne naturellement vocation à régner sur l'ordre public, plus particulièrement sur les liens entre l'ordre public et la liberté conventionnelle. Alors, honneur aux dames, Grégoire, si tu veux bien, je donne la parole à Florence pour revenir d'abord et notamment, alors plus que l'ordre public, puisque l'ordre public c'est aussi une question d'articulation, de résolution de conflits entre normes, à travers l'articulation, puisque évidemment je vais pas refaire tout le sujet, mais les règles d'articulation ont considérablement évolué, et d'ailleurs avec un peu de tâtonnement au début, puisque sur une période assez courte finalement on est passé de l'ordre public conventionnel à une nouvelle réorganisation de l'articulation, parce que les travaillistes, les érudits parlent de bloc 1, bloc 2, bloc 3, et je crois, Florence, que tu souhaitais intervenir au moins sur le bloc 1 et sur une question particulière qui est celle des garanties complémentaires. Oui, tout à fait.
Je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, au lendemain des ordonnances du 22 septembre 2017, on m'avait demandé d'écrire un article sur l'articulation des accords de branche et des accords d'entreprise au lendemain des ordonnances. Et donc, j'avais sans doute un peu trop hâtivement, en ce qui concerne le bloc 1, émis l'hypothèse que, en matière de garantie complémentaire donc de sécurité sociale, on pouvait considérer que ça rentrait effectivement, enfin que toutes les garanties de sécurité sociale rentraient dans le bloc 1. Et l'un des exemples que j'avais donné était le suivant. J'avais dit, imaginons qu'un accord de branche octroie des garanties aux salariés en congé de maternité et des garanties aux salariés en congé maladie. Imaginons que l'accord d'entreprise vienne réduire, donc par rapport à l'accord de branche, les garanties octroyées aux salariés en congé de maternité et viennent augmenter les garanties octroyées aux salariés en congé maladie. Et donc, j'avais dit, peut-être que le juge considérera qu'il s'agit là d'une garantie au moins équivalente. Mais en fait, à la réflexion, je pense que tout ce qui concerne les garanties en matière de santé ou ce qui concerne les garanties en matière de congé maternité relève non pas du bloc 1, mais du bloc 3. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, je précise que je ne suis pas du tout spécialiste de la protection sociale, mais quand on lit attentivement donc, l'article L2253-1, il ne s'agit pas seulement de renvoyer aux garanties complémentaires de sécurité sociale, mais il s'agit de renvoyer aux garanties collectives complémentaires qui sont mentionnées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale. Et pour en avoir discuté avec des spécialistes, même si cette notion de garanties qui sont mentionnées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas très claires, il semblerait en tout cas que cela renvoie aux garanties collectives qui présentent un degré élevé de solidarité. Alors là, il y a quand même un flou, puisqu'on ne sait pas exactement ce que sont ces garanties qui présentent un degré élevé de solidarité, mais ça renverrait plutôt à tout ce qui concerne les garanties en matière de décès, d'incapacité, d'invalidité. Donc, si je devais donner aujourd'hui un nouvel exemple de ce qui relèverait du bloc 1 en matière de garantie complémentaire de sécurité sociale, il faudrait peut-être prendre un exemple en matière de rente d'invalidité et considérer, par exemple, que si un accord de branche accorde une rente d'invalidité financée, par exemple, à 60% par l'employeur, à 40% par le salarié, alors que l'accord d'entreprise accorde une rente d'invalidité identique, mais financée avec une répartition inverse, c'est-à-dire à 40% par l'employeur, à 60% par le salarié, mais que l'accord d'entreprise accorde en plus une aide pour adapter son logement, vous voyez, là peut-être on pourrait considérer qu'il s'agit d'octroyer par le biais de l'accord d'entreprise une garantie au moins équivalente. Et là je pense qu'on est vraiment dans le bloc 1. Donc voilà pourquoi je m'étais intéressée à cette question-là, mais voilà, je pense que ça mériterait quand même une étude rédigée à la fois par un spécialiste de protection sociale et par un travailliste, parce que ce sont des questions qui sont très complexes en réalité. Tu sais, Florence, que quand on fait ce genre de réflexion, on récupère un dossier pour le BJT. Et là, Grégoire a un grand sourire en se disant un prochain dossier du BJT. Oui, alors si je comprends bien, toi tu retiens une conception très 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 étroite des les garanties au moins équivalentes, c'est celle qui, parce que il me semble que le texte dit maintenant se rapporte au même objet, c'est ça, non Matière. À la même matière. À la même matière, et en fait les matières, s'agissant du bloc 1, ce sont les 13 matières énumérées par l'article L2253. Mais ce qui veut dire que quand tu es dans la même matière, est-ce que tu peux considérer que les garanties complémentaires, c'est un bloc de matière, de sorte qu'à l'intérieur des garanties complémentaires, tu ne pourrais pas compenser l'un par l'autre, quand bien même tu ne serais plus exactement sur le même objet, en fait. Si, mais là, ce qui m'a fait modifier un petit peu mon appréciation, c'est qu'il y a ce renvoi à l'article 912-1. Donc, en fait, il y a des garanties collectives qui ne figurent pas dans le bloc 1. Tout ce qui ne renvoie pas, en fait, à des prestations relevant d'un degré de solidarité élevé. Donc là, en fait, cette matière, elle est éclatée en réalité, entre le bloc 1 et le bloc 3.
Ok, merci beaucoup Florence. Alors toujours sur la question de l'articulation et de manière peut-être un peu plus large, mais là on est à la fois sur la négociation et sur l'articulation puisque sont en cause et l'ordre public et son incidence sur la liberté conventionnelle. Donc je donne la parole immédiatement au co-directeur du bulletin Joli Travail, Grégoire Loiseau. Grégoire. Merci Arnaud. En quelques mots, il s'agit de revenir sur une vieille notion neuve, comme pour reprendre la formule de Gérard Couturier en son temps, c'est-à-dire un objet juridique extrêmement classique qui est l'ordre public et qui a été déstabilisé, et le mot est peut-être même assez faible, par les réformes récentes, la loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017. L'ordre public, on le connaît bien, je dirais que c'est le compagnon de route du droit du travail. C'est lui qui a permis de donner un caractère impératif aux normes sociales. Et il s'identifiait de façon extrêmement simple en droit social, en se confondant, ou en tout cas en étant analysé comme l'ordre public social. Ordre public de protection pour le civiliste, tout ça fait sens. C'est un ordre public qui protège et qui donc n'empêche pas d'aller au-delà dans un sens plus favorable, même si cette règle de faveur ne se rencontre pas sous ces termes-là en droit commun. Le sens et la possibilité d'aller en matière de liberté contractuelle au-delà du minimum impératif est la même qu'en droit du travail. Donc on avait finalement un paysage relativement bien défini, avec comme en droit commun, je me réfère au droit commun parce que la césure va s'opérer, avec comme en droit commun un rôle très actif de la jurisprudence pour dégager ce qui relève ou non de l'ordre public, avec une subtilité tout de même, mais le droit du travail en connaît beaucoup, de distinguer l'ordre public absolu qui est totalement indérogeable, qui ne supporte aucune dérogation, même dans un sens plus favorable, et l'ordre public non absolu, faut-il le qualifier de relatif, qui lui permet une dérogation infavorable. Alors tout ce paysage finalement que l'on connaît bien, eh bien il faut apprendre à le reconsidérer à l'aune de ce que l'ordonnance, et plutôt la loi du 8 août, puis l'ordonnance de 2017 a introduit, le fameux triptyque ordre public, champ ouvert à la négociation et dispositions supplétives. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle présentation de l'ordre public, c'est une nouvelle notion, c'est un nouveau sens. C'est à mon sens un véritable bouleversement et qui, au-delà du travail, du droit du travail, peut intéresser les civilistes et le droit commun en général pour mesurer la place de l'ordre public par rapport à la liberté, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit conventionnelle. D'un mot, mais ce sont des choses connues, le législateur a conduit à éclater l'ordre public social classique en deux volets. Le volet considéré comme les règles les plus importantes et l'ordre public du triptyque et le reste dans les dispositions supplétives. Mais la grande difficulté liée à cette nouvelle présentation, c'est que l'on trouve de l'ordre public dans les dispositions supplétives. L'exemple classique, la durée minimale dans un contrat à temps partiel, 20 heures, c'est un acquis social de la loi du 14 juin 2013, c'est de l'ordre public évidemment. À l'issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, cette règle se retrouve dans les dispositions supplétives et peut faire l'objet de dérogations par voie d'accord collectif, certes de branche, mais néanmoins peut-être l'objet de dérogations. Bon, le propos n'est pas de trouver des solutions parce qu'il n'y en a pas. Je crois que le législateur a barbouillé la copie et rendu difficilement lisible ce que l'on avait auparavant. L'ordre public, en tout cas, n'est plus un repère fiable lorsqu'il s'agit de mesurer le degré de liberté, ici de liberté conventionnelle. Il n'est plus fiable parce que précisément l'ordre public est aujourd'hui une notion à plusieurs sens et pas simplement à plusieurs applications, ce qui très probablement, encore une fois, je ne peux pas prévenir l'avenir, mais renforcera le rôle de la jurisprudence en la matière. C'est-à-dire je crois qu'on n'a jamais connu un tel rayonnement textuel de l'ordre public en droit du travail. Il est dans de très nombreuses dispositions expressément formulées. Et paradoxalement, ce rayonnement s'accompagne ou s'accompagnera d'un rôle accru de la jurisprudence pour déterminer les degrés d'impérativité et les formes d'ordre public. Et on le voit déjà, et je m'arrêterai là,
avec la jurisprudence récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation liée en particulier à l'entrée en vigueur des ordonnances de 2017, on a de plus en plus de décisions qui identifient des champs d'ordre public absolu. Ça existait avant, mais disons qu'on trouve de plus en plus de décisions qui distinguent, identifient de l'ordre public absolu, ce qui montre le travail jurisprudentiel est certainement loin d'être abouti. Ouais, d'autant plus que, enfin, j'ai pas fait une recherche systématique, mais je trouve qu'il y a un certain temps, alors d'abord c'était relativement rare les décisions qui pouvaient laisser entendre qu'il y avait de l'ordre public absolu, mais sans qu'on cite exactement, sans qu'on on fasse référence exactement à l'expression ordre public absolu, alors qu'on voit très bien que dans les dernières décisions, et évidemment je pense à toutes celles qui sont post-2008, après la loi de 2008, que là le juge n'hésite plus à bloquer les choses en utilisant l'expression ordre public absolu, et ce qui est sans doute d'ailleurs un peu rassurant pour le lecteur, parce qu'au moins on sait qu'on est vraiment dans le champ plutôt qu'à se poser la question de savoir si le juge a voulu faire de l'ordre public absolu. Mais je ne sais pas trop quelle est la signification par rapport à cet ordre public absolu. Et là où je te rejoins, mais bon, là je pense qu'on est plusieurs sur ce point, c'est que c'est vrai que dans les dispositions supplétives, on trouve de l'ordre public absolu, et dans le champ de la négociation, on trouve aussi de l'ordre public absolu. Oui. C'est-à-dire, il y a quand même pas mal de dispositions où on explique aux négociateurs ce qu'ils peuvent faire, avec quand même un plancher, un plafond, de sorte qu'on voit bien qu'il y a une liberté, mais qui n'est quand même pas tout à fait totale. Et je vois que Florence s'anime et veut intervenir aussi. Oui, Florence. Ouais. Alors, moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait de l'ordre public, qu'il soit absolu ou social, dans les dispositions du troisième niveau du triptyque. Parce là, on est vraiment sur les dispositions supplétives. Donc, ce qui est supplétif, par définition, c'est le contraire de ce qui est impératif et de ce qui est d'ordre public. En revanche, effectivement, au sein du niveau 2 du triptyque, on a des présences, des manifestations assez nombreuses d'ailleurs, de l'ordre public, lorsque par exemple le législateur renvoie aux accords collectifs, le soin de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, il fixe la limite de 10%. Donc là, effectivement, on a une limite d'ordre public. Mais peut-être pour revenir à l'exemple donné par Grégoire tout à l'heure, en ce qui concerne la durée minimale du travail à temps partiel, cette durée, effectivement, était fixée par le législateur au lendemain de la loi du 14 juin 2013. Donc elle était... cette durée minimale de 24 heures était d'ordre public, hein, ce plancher. Moi, je dirais d'ordre public social, en fait, puisqu'on pouvait aller au-delà. Mais désormais, en fait, au lendemain de la loi du 8 août 2016, c'est à l'accord de branche qu'a été confié le soin de fixer la durée minimale. Donc, la durée minimale de 24 heures devient supplétive. Alors, ceci dit, là où c'est vrai que peut-être les pistes sont brouillées, c'est que tout en donnant à la branche la faculté, finalement, de fixer une durée minimale librement, si cette durée minimale est fixée en deçà de la durée supplétive de 24 heures, il faut prévoir des contreparties au bénéfice des salariés. Donc c'est peut-être plus ça qui trouble le raisonnement, en réalité, la compréhension. Tout à fait. Je rebondis juste sur deux points. Mais sur ton observation, effectivement, dans les dispositions supplétives, l'ordre public n'est pas absolu. On lui trouve néanmoins un rôle qui est quand même très spécifique. C'est-à-dire que pour ce qui a d'ordre public dans les dispositions supplétives, c'est un ordre public qui ne fait pas obstacle à la liberté conventionnelle, mais qui fait obstacle à la liberté contractuelle. Autrement dit, on a aujourd'hui un référent ordre public qui n'a pas forcément les mêmes implications selon qu'on est sur le terrain conventionnel ou contractuel. Alors le travail, je me dira qu'il s'agit d'accords juridiques très différents. L'un est un accord collectif, voire un contrat collectif, et l'autre des contrats individuels. Et néanmoins, ça montre quand même que je n'en démords pas que c'est un travail de gribouille qui a été fait par le législateur. Là, on est d'accord. D'accord. Bah, écoutez, on vous invite à revoir la copie du législateur. Bien, je termine en évoquant un dernier temps dans cette négociation collective, c'est peut-être le temps du crépuscule, c'est-à-dire lorsque cette convention collective de travail elle disparaît
totalement, ou elle aurait pu, ou elle aurait dû disparaître totalement. C'est-à-dire que je suis dans le cas d'une dénonciation, d'une mise en cause, sans accord de substitution, sans accord d'adaptation, sans accord de transition. Et jusqu'à une période récente, il faut rappeler qu'il fallait maintenir les énigmatiques, mystérieux avantages individuels acquis, qui étaient la source de grands moments de solitude lorsque on faisait cours sur ce point et qu'il fallait expliquer ce que c'était qu'un avantage individuel par opposition au collectif ou acquis par opposition au virtuel. Alors, évidemment, désormais, il n'y a plus d'avantage individuel acquis et désormais, depuis la loi de 2016, il faut maintenir la rémunération perçue, il faut une garantie de rémunération et depuis 2018, cette garantie de rémunération, elle peut prendre la forme d'une indemnité différentielle. Bon, je ne vais pas revenir évidemment sur tout le sujet, simplement pour attirer l'attention sur un point particulier, c'est l'évolution entre le texte de 2016 et le texte de 2018. Donc sur une période qui est très courte, parce que je pense que le législateur a pris conscience d'une difficulté qui est la constitution du panier de la garantie de rémunération. C'est-à-dire ce qu'on met dans ce panier, dans cette garantie de rémunération. Le texte nous dit il faut prendre les rémunérations au cours des 12 mois qui précèdent la fin de la période de survie. Mais en revanche, le législateur au départ faisait référence à la rémunération due en application de la convention collective de travail. Voilà. Ce qui pouvait donner l'impression que cette garantie de rémunération, elle ne concernait que la rémunération conventionnelle, que les avantages en termes de rémunération qui étaient versés aux salariés en application de la convention collective de travail et à l'exclusion de toute autre sorte de rémunération et précisément celle liée, versée en application du contrat de travail. Alors il y avait une vraie, ambiguïté sur ce sujet-là et ce qui est un sujet, fondamental parce qu'évidemment ça peut tout changer lorsque il va falloir calculer cette garantie de rémunération et je crois que ce qui est important de noter, c'est que le législateur a voulu être plus précis, a vraiment tranché cette difficulté avec la loi de ratification des ordonnances Macron en 2018, précisant bien que désormais la garantie de rémunération, ou ce qui constitue le panier de cette rémunération, c'est à la fois la rémunération conventionnelle et également la rémunération contractuelle. Ce qui, à mon avis, peut poser une vraie difficulté d'ordre pratique, parce que ça signifie que cette garantie de rémunération, elle va varier, plutôt l'indemnité différentielle qui sera due par l'entreprise, elle va varier en fonction des avantages qui sont perçus par le salarié en application de son contrat de travail. Et l'autre difficulté qui est complémentaire, c'est que alors c'est pas le seul moment, c'est pas le seul endroit, mais j'y vois là une vraie, entorse, à un principe qui pour moi était un principe fondamental, qui était le principe d'indépendance des sources entre la convention collective et le contrat de travail et on voit bien que tout se confond au travers de cette garantie de rémunération entre la convention collective et le contrat de travail, mais encore une fois, ça n'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, écoutez, nous voilà arrivés au terme puisqu'il n'y a plus de convention collective de travail et que maintenant il n'y a plus que la garantie de rémunération. Je tiens vraiment à vous remercier, Florence Bergeron-Canu, Université de Montpellier, Gwenaëlle François, Université de Clermont-Ferrand, Christophe Mariano, également de l'Université de Clermont-Ferrand, Grégoire Loiseau, École de droit de la Sorbonne, et je me remercie moi-même, Arnaud Martineau, Université Paris 2. Un grand merci d'avoir participé à cet exercice un peu particulier, mais je tiens à dire d'emblée que ça correspond très exactement à ce que moi je voulais. Donc je vous remercie très sincèrement et je vous dis à très bientôt. Merci à toi Arnaud, à bientôt. À très vite. À bientôt, au revoir. Au revoir.